quelle place prendra Adrien Rabiot dans la grande histoire de l'OM. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait t'inviter aujourd'hui, Fabrice, puisque tu as écrit un livre aux éditions Scotty qui s'appelle « Les 50 meilleurs joueurs de l'OM ». La préface, elle est signée Mathieu Valbuena. C'était logique qu'il y figure. Et quand je lui ai proposé d'écrire la préface, il a accepté immédiatement, sans poser la moindre question. Et j'ai trouvé que c'était une belle histoire. Alors, avant d'aller vers les hauteurs du classement, quels joueurs ont raté? Est-ce que tu as en tête un ou deux joueurs qui ont raté le cut de pas beaucoup et sur lesquels tu te dis ils méritaient d'être dans les 50? Ouais, il y en a plein, Max, il y en a plein. J'ai pas mis Klopsalov, mais il aurait pu y être. J'ai pas mis Enzo Francescoli, mais il aurait pu y être également. J'ai pas mis André-Pierre Gignac. Des plus anciens me reprochent de pas avoir mis Robert Bouygues. Donc, il y en a plein. En fait, 50, c'est vraiment un chiffre symbolique avec le top 50 qui existe depuis des années. Mais on aurait pu aller à 60 sans aucun. 51? On aurait pu faire 51, mais bon, c'est vrai que ça a provoqué d'autres histoires, d'autres remous ces derniers temps par chez nous. Oui, voilà, exactement. Alors, Fabrice, pour corser la difficulté encore un peu plus, tu disais que c'était compliqué d'en choisir 50. On t'a proposé de faire ton top 5 des meilleurs joueurs de l'OM et de les classer. Et on a proposé le même exercice à Maxime, ici présent. Je vais me placer dans la position d'arbitre. C'est beaucoup plus simple. L'arbitre des élégants. On va afficher vos classements respectifs. Et on va commencer par le 5e de Maxime, qui est le 2e de Fabrice. C'est Scoblard. Vas-y, Fabrice. Scoblard, en fait, nous tous, on est trop jeunes évidemment pour l'avoir vu à l'œuvre. On peut se fier que ce qu'on a vu de lui à travers des vieilles vidéos d'archives, ou tout ce qu'on a pu lire de lui, ou ce que les témoins ont pu nous dire de lui. Mais tout ce que moi j'ai pu glaner sur Josip Scoblard, c'est que c'était un joueur exceptionnel. Outre ses buts, il a marqué 176 buts en 211 matchs à l'OM. Il a fini soulier d'or une saison avec 44 buts dans le championnat quand l'OM décroche le titre. Et c'était un joueur en fait qui était complet, qui avait tout. Un joueur qui était capable de tirer un jour un penalty de l'intérieur du pied droit et le suivant de le frapper de l'extérieur du pied gauche. C'était un joueur complet, les deux pieds, la tête. En plus, il avait un petit côté un peu méchant, un peu bagarreur qui plaît forcément toujours beaucoup par chez nous. Et voilà, c'est moi, pour en avoir parlé avec des personnes qui l'ont vu jouer, qui l'ont vu à l'œuvre, me disaient que dans le foot d'aujourd'hui, il resterait une saison à l'OM et il partirait jouer direct au Real Madrid. Ouais. Et c'est marrant parce que moi, à l'époque, je me souviens quand Papin explose, c'est la référence à Scoblard. Voilà, c'est un peu Papin avant Papin. Voilà, type la machine à but. Tu l'as dit, les 44 buts, ça reste un record dans le championnat de France. Et je crois même que cette saison-là, il ne tire pas les pénaltys, donc c'est pour dire voilà l'impact. Et on l'a un peu revu après à l'OM, des fois ambassadeur ici et là, mais il n'a jamais vraiment joué un rôle important. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment la référence des années 70, début des années 70, qui était, j'allais dire, l'avant-dernière période de gagne de l'OM avant les années 90. Enfin, la dernière d'ailleurs. À la 4e place, vous avez tous les deux choisi un Suédois, mais pas le même. Ouais. Pour toi, Fabrice, c'est Magnusson, et pour toi, Maxime, c'est Anderson. Deux immenses noms, là encore. Pourquoi pas plus haut, peut-être, Fabrice? C'était compliqué de leur faire une place avec le trio que tu as choisi plus haut. Est-ce que moi, j'ai pas compris si tu me parles de qui, d'Anderson ou Magnusson? Un peu des deux, puisque tu as hésité aussi à mettre Anderson 5e plutôt que Fabien Barthez. Voilà. Moi, je m'y fais bien Barthez 5e pour tout ce qu'il représente, le meilleur gardien de l'histoire de l'OM, sans doute le meilleur gardien de l'histoire de l'équipe de France aussi, la finale parfaite à Munich contre le Milan AC, où il écœure à lui seul les attaquants du Milan AC. J'ai pas mis Anderson, alors que c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'OM, 194 buts, quelque chose d'exceptionnel, mais parce que malheureusement pour lui, son passage à l'Olympique de Marseille n'a pas coïncidé avec des titres. Malheureusement, il est arrivé à une très mauvaise période, où l'OM était dans le creux de la vague, terminait souvent en milieu de tableau, et du coup, ça lui, selon moi, ça lui permet pas, malgré tous ses buts, d'intégrer ce top 5. Mais j'ai longtemps hésité avec Fabien Barthez, effectivement. Et Magnusson, je sais pas si j'en parle maintenant ou tu veux en parler, Max. Vas-y. Non, mais Magnusson, je veux dire, c'est marrant parce que j'ai vu ton classement et ça correspond c'est Waddle avant Waddle aussi. C'est tous ces joueurs-là qui ont eu leur pendant dans les années 90. Non, Anderson, je l'ai mis parce qu'évidemment, la marque statistique, évidemment, même si on va en parler plus haut, c'est pas ce qui compte principalement, sauf pour un, évidemment. Mais c'est aussi une histoire. C'est un type qui est mort à 41 ans à Marseille,
Il avait un gros problème avec l'alcool, il est devenu docker, donc il y a toute une histoire, il y aurait presque un bouquin à écrire sur lui. Et une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, une histoire où un jour il dit qu'il va boire 10 pastis, qu'il boit les 10 pastis et il claque un triplé derrière. Ce qui est vraiment l'histoire d'un football d'un autre temps. Donc voilà, c'est 194 buts. Parce que je pense dans l'esprit des gens, ils doivent se dire, bah, ça va être Papin, le meilleur buteur de l'histoire de l'OM. Non, c'est lui. Donc voilà, et juste moi sur Barthez, ça fait partie des 3 joueurs qui m'ont posé problème, c'est Deschamps, Barthez et Mandanda. Deschamps, je ne l'ai pas mis parce que c'est plus la globalité qui mérite une place très haute dans l'histoire de l'OM avec la carrière d'entraîneur. Mandanda, la longévité, mais la longévité, ça fait beaucoup, mais pas complètement tout. Et Barthez, alors Barthez, évidemment, les 2 premières années, notamment le fait qu'il reste en D2, c'est les 3 premières années, pardon, le fait qu'il reste en D2, c'est fantastique. Sa finale, évidemment, s'il n'est pas là à Milan, à Munich, il n'y a pas de victoire. C'est son deuxième passage qui m'embête. Moi, j'aime pas les retours et le deuxième passage est pas terrible. Voilà, donc moi, pareil, c'était une hésitation pour le mettre en 5. En troisième, messieurs, vous avez choisi le même joueur, Chris Waddle. Alors, Maxime, il pourrait en parler pendant à peu près 1 heure, donc on va éviter ça aux auditeurs du FC Stream Team. Mais là aussi, joueur qui a marqué son époque et marqué cette histoire de l'OM. Tu veux y aller? Je peux en parler pendant 1 heure, moi aussi, c'est ça le problème. Avec Max, on a grandi à la même époque quasiment. On s'est éveillé au foot à la même époque. Et donc, comment ne pas tomber amoureux d'un joueur comme Chris Waddle? Moi, c'est ce joueur-là qui m'a vraiment fait aimer totalement le foot. Pourquoi? Parce que c'était un artiste sur le terrain qui était capable d'inventer des gestes venus d'ailleurs. Je me souviens, je l'avais vu des années plus tard. Il commençait à être un peu gros, un peu empâté. Il était au jubilé Papin au stade Vélodrome. Et il se retrouvait face à des minots de la réserve. Un passement de jambe, 2 passements de jambe, 3 passements de jambe. Le minot, 20 ans de moins sur les fesses. Indépendamment de ça, il a laissé une vraie trace en France auprès des supporters. Tout le monde l'aimait, même les supporters adverses. Il allait sur des terrains adverses et les gens l'acclamaient, les gens l'adoraient parce que c'était un artiste sur le terrain, effectivement, mais il avait une vraie personnalité. C'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à se moquer de lui-même quand il rentait un geste, il mimait les oreilles d'âne, par exemple. Quand il y avait eu les fameux chants des supporters parisiens à Boulogne, le fameux OI, si vous connaissez la suite, il prenait la suite aussi, il battait la mesure. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il l'a reconnu plus tard, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu se permettre en Angleterre, qui s'était jamais permis en Angleterre. Mais en France, il sentait une telle vague de sympathie qu'il se permettait tout et que finalement, tout le monde l'adorait, indépendamment du fait que c'était un joueur fabuleux. Ouais, et c'est ce que tu dis, en fait, alors, je vais faire le vieux con, mais c'est ce qui manque au foot aujourd'hui, c'est des sourires. C'est-à-dire que tu verrais ses dribbles aujourd'hui, sans le connaître, tu dis, mais là, il est en train de l'humilier. Je me souviens d'un dribble, je ne sais plus qui est face à lui, c'est Crossi à Sochaux, où il est sur le côté et il s'arrête complètement. Et il fait des feintes comme ça et le joueur n'ose pas l'attaquer. Aujourd'hui, on verrait ça sur les réseaux sociaux, on dirait, mais il l'humilie. Mais non, pas du tout, parce que, comme tu dis, il y avait une personnalité. Et ce que tu as dit est important, c'est que il était acclamé partout, c'est-à-dire qu'il allait, pas au parc, et encore au parc, c'était le début de la rivalité, donc c'était pas méchant, c'était plus dans le folklore. Il allait dans n'importe quel stade, les gens aimaient bien parce qu'il y avait un joueur, c'était un peu un côté clown. Je me souviens d'une fois, un match au Vélodrome contre Metz, où il y a un coup franc, ça met du temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il se couche sur le terrain, il fait semblant de dormir. Et il prend un carton jaune derrière, donc tout le monde n'avait pas autant d'humour que lui. Et puis voilà, et en plus, c'est à l'époque de l'Angleterre qu'on ne voit pas à la télé, qui ne joue plus la Coupe d'Europe, le kick and rush. Et là, il découvre un joueur qui n'a mais absolument rien d'anglais. Voilà, il était presque plus méditerranéen qu'anglais. Donc voilà, c'était un joueur vraiment, c'est un ovni pour moi, et c'est pour ça qu'il a marqué, je pense, la France du foot. Alors là, on arrive, messieurs, au nœud du désaccord entre vous deux, puisque Maxime, en numéro 2, a choisi un homme qui restera à jamais dans l'histoire du football français, Basile Boli, pour son coup de tête, mais bien plus, tu vas en parler. Deuxième pour toi des plus grands joueurs de l'histoire de l'OM. Et toi, Fabrice, il ne fait pas partie de ton top 5. Est-ce que pourquoi mettre Boli en dehors de ce top 5 pour toi? J'ai hésité aussi à le mettre dans le top 5. J'aime beaucoup Basile, indépendamment de tout ça. Mais il fait pas partie du top 5 parce que, pour plein de raisons. Hein. Effectivement, il est associé à jamais au succès de Munich. Mais je pense qu'il y a eu des joueurs qui étaient plus talentueux que lui, et c'est pas lui faire offense que de dire ça, parce que je l'adore à tous les niveaux, le joueur et l'homme qu'il est aussi. Mais pour moi, voilà, il fait partie. Je pense que le but à Munich
lui a fait passer un cap dans l'esprit des gens, alors qu'il y a eu d'autres défenseurs qui étaient sans doute beaucoup plus talentueux que lui à l'Olympique de Marseille. Je pense à Marius Trésor, je pense à Karl-Heinz Foster, peut-être à Carlos Moser aussi. Mais en tout cas, si on avait élargi la liste aux 10, pour moi, il serait dans les 10, évidemment. Ouais, tu as raison sur le talent, évidemment. Et lui, comme tu dis, ça lui ferait pas offense de lui dire qu'il avait les pieds carrés, qu'il jouait avec les boîtes des chaussures. Mais ça, il n'a pas de problème avec ça. Et on lui demandait pas ça. Mais finalement, moi, ce que j'aime bien, Deschamps régulièrement. Ouais, ce que j'aime bien, ce que j'aime beaucoup avec Boli, c'est que voilà, déjà, il marque le but le plus important de l'histoire du club, l'un des buts les plus importants de l'histoire du foot français. Il ponctue ça 3 jours après de la tête monumentale contre le PSG, qui est une cerise sur le gâteau incroyable pour les supporters marseillais. Et surtout, ce que j'aime bien dans son histoire, c'est que c'est l'histoire d'un type qui arrive d'Auxerre, qui n'est pas apprécié par le public tout de suite, il va rester 4 ans, et qui a une période incroyable, son premier automne à l'OM, où il marque but sur but. Et à un moment, je me souviens qu'il y a des journalistes qui lui demandaient: vous allez finir meilleur buteur du club, alors qu'il y avait Papin. Donc voilà, il a su se faire apprécier. Quand tu as parlé de Moser, ils ont créé, j'allais dire un monstre, mais une doublette de défenseurs qui est une référence, alors, qui aujourd'hui serait très très démodée de par leur agissement et de par ce qu'ils font. Mais voilà, et je pense qu'il y a une sympathie qui s'est créée autour de Boli, parce qu'il y a Munich et il y a les larmes de Barry aussi, qui est une image complètement folle où il pleure tout ce qu'il peut après la défaite en finale de la C1. Donc voilà, pour moi, je le mets évidemment dans les joueurs. Ça fait bizarre, il dénote, c'est sûr, Waddle, Magnussen, tout ça, Papin. Mais au moins, si c'est pas le meilleur, c'est pour moi le deuxième joueur le plus important de l'histoire du club. Ouais, le premier, là, le suspense était limité. JPP, évidemment. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'OM. On retient quoi? Les papinades, les titres. C'est le symbole ultime de ce club. On retient tout. On retient aussi que c'est un joueur qui s'est révélé à l'OM, qu'il a incarné l'Olympique de Marseille comme presque personne l'a fait, j'ai envie de dire. Et c'était, voilà, et puis surtout, c'est quelqu'un qui s'est construit à la force du poignet, qui a réussi grâce à son travail acharné. C'est pas un mythe de raconter l'histoire qui s'entraînait avec les phares des voitures quand la nuit était tombée, qu'il enchaînait les reprises de volée pour que tout ça devienne naturel chez lui. Voilà, donc il a marqué but sur but, il a marqué 182 buts pendant ces années olympiennes, il est devenu capitaine, symbole de l'OM. Alors effectivement, il a claqué le triplé en finale de la Coupe de France à 89, rappelez-vous, il est encore dans l'histoire grâce à ça, il a permis le doublé de l'Olympique de Marseille. Donc oui, Jean-Pierre Papin, il est au sommet pour tout le monde et je crois que ça souffre d'aucune contestation. Ouais, et puis comme tu l'as dit, signature, les papinades, des buts iconiques qui restent. Capitaine iconique aussi, le bandana. Excusez-moi, le Ballon d'Or. Et oui, le Ballon d'Or, j'allais y venir, le Ballon d'Or 91 à l'époque où c'est pas une évidence. Et surtout, en plus, il incarne. C'est un moment de creux du football français, mais il incarne le visage du foot français. Les années Platini sont terminées. Il est le visage du football français, d'un football qui réussit grâce à l'OM et grâce à lui, dont il est le fer de lance. Donc voilà, c'est assez évident de mettre là. Et moi, il y a un moment symbolique qui m'a marqué aussi. On a beaucoup parlé ces derniers mois de Kylian Mbappé, de son départ raté du PSG. Imaginez quand même que Jean-Pierre Papin, à la mi-temps d'un match de championnat de France contre Cannes, je crois que c'est le match d'ailleurs qui leur assure le titre en 92, il vient au début du match, avant le match, avec un micro, annoncer qu'il part à l'AC Milan. Et tout le monde l'applaudit. Ça paraît aujourd'hui complètement anachronique, mais je dirais que c'est la beauté de la relation entre le public de l'OM et lui. C'est-à-dire que tu as fait ton temps ici, tu as tout donné, tu as envie d'aller ailleurs, dans le plus grand club du monde, et tu y vas, on t'applaudit, on a aimé ce que tu as fait. Voilà. Donc c'est vraiment un joueur à part, et là pour le coup un numéro 1 évident à l'Olympique de Marseille.